c'est le signe de l'incompréhension. Chacun est de bonne foi et personne ne se comprend. Enfin, j'entends entre Européens ou Américains et Japonais. On ne se comprend pas pour des raisons qu'il faut décortiquer. Par exemple, Lafcadio Hearn, qui était un Irlando-grec naturalisé japonais, a dit « J'ai épousé une femme japonaise, j'ai eu 4 enfants japonais, et je sais maintenant en main quelque chose du Japon. C'est que je n'ai rien compris au Japon. » Alors moi qui ai passé 3 ans et demi, je ne peux pas dire que j'ai compris le Japon. Mais par petits morceaux, comme ça, j'ai quand même essayé de comprendre, et si possible en quelques minutes, de vous faire comprendre aussi certaines réflexions et réactions du Japon. D'abord, il y a 3 façons de dire les choses selon qu'on parle à un supérieur, à un égal ou à un inférieur. C'est toujours du japonais, mais les formules sont différentes et on ne peut pas se tromper. C'est la raison pour laquelle les Japonais, avec une courbette comme ça, vous tendent leur carte de visite, car vous voyez à qui vous parlez et vous pouvez employer le langage qui convient. En plus de ces 3 langages différents, il y a le langage des femmes, qui est lui assez différent du langage des hommes, assez différent. Et c'était l'époque où il y avait disons, des coopérants militaires, des coopérants français. Alors, ils étaient pris en charge par de jeunes et accortes japonaises, et ils apprenaient le japonais sur l'oreiller, si je puis dire. Mais ils apprenaient le langage des femmes, évidemment. Et quand ils se mettaient à parler à des hommes, les hommes ouvraient de grands yeux de voir des hommes qui parlent le langage des femmes. Ça semblait complètement incroyable. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'un parc. Je reprends l'exemple de Fanny Ardant. Si vous dites à une dame japonaise « Voulez-vous faire avec moi un tour de parc ?» Si elle vous répond « Ah, effectivement, le temps est si beau aujourd'hui », ça veut dire qu'elle ne veut pas. De même, si vous l'invitez à un dîner au restaurant Kicho, le restaurant des plus chers et des plus chics d'ailleurs du Japon, si elle répond « le restaurant Kicho est le meilleur de Tokyo », vous dites ben, c'est qu'elle accepte, c'est qu'elle refuse. Et dans la diplomatie même, c'est la même chose. Vous travaillez sur un texte, et puis vous mettez une demi-heure par des concessions mutuelles pour arriver à un texte qui se tient debout. Et vous dites, moi, j'étais quelquefois assez énervé, c'était traduit, j'avais un traducteur évidemment, qui était très bon d'ailleurs. Je disais, maintenant que ce texte est changé, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que c'est oui ou non? Et s'ils vous répondent, ce texte est maintenant parfaitement rédigé, ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. C'est très difficile. Évidemment, dans ces conditions, c'est très difficile de jouer, car tout ce qu'on peut dire est différent de ce qu'ils vont comprendre, et vice-versa. Par exemple, on ne dit jamais « yé » au Japon. « Yé », c'est non. Mais c'est très impoli de dire « yé », c'est absolument impossible de dire « yé ». Alors on transforme ça avec des périphrases et des choses comme ça. Mais même les gestes que les Japonais font ne sont quelquefois pas compréhensibles. Ainsi, nous avions un chat à la résidence de France qui montait sur le chambranle des portes et qui regardait l'assemblée de façon extrêmement intelligente et presque humaine. Et je voyais tout le personnel qui, passant avec les plats à l'aile et au retour, passant devant la porte où il y avait le chat, saluer le chat. Alors, c'est quand même drôle de voir qu'on salue un chat. Et dans le bouddhisme, on peut renaître, l'âme peut renaître sous la forme d'un animal. Et cet animal qui ouvrait les portes et qui montait sur le chambranle était si intelligent que c'était certainement un homme qui avait mal agi dans sa vie humaine,
qui était maintenant sous la peau d'un chat, si je puis dire, mais qui était certainement, qui avait été très méchant et qui pouvait l'être encore. Il fallait donc être très poli avec lui. Voilà. Alors là, je vais vous raconter, comme dans l'avant-dernier, je vais vous raconter l'empereur, Hirohito. J'ai été le dernier à présenter mes lettres de créance à Hirohito. Il est mort juste après, je vous ai dit que j'avais tué tout le monde. En particulier Hirohito. Hirohito, alors, c'était quand même quelque chose de folklorique, car moi, mon père, qui était officier, en 1937, au moment de l'incident de Chine, alors que j'étais tout petit, m'avait déjà parlé d'Hirohito. Et je ne pouvais pas penser que dans ma vie humaine, je présenterais les lettres de créance au même empereur, Hirohito. Et donc, les choses se passent ainsi. On m'avait averti que Hirohito ne parlait que le japonais du VIe siècle, pas la langue impériale. Bon. Et qu'on ne lui parlait, qu'on ne pouvait lui parler qu'avec la langue impériale et pas avec le japonais moderne. Comme je ne savais pas un mot de japonais quand je suis arrivé au Japon, de toute façon, il aurait parlé le japon ordinaire, c'était le même tabac. Je ne pouvais pas me faire comprendre. Heureusement, nous avions un interprète de cours qui parlait, lui, le français du XVIIe siècle. Alors, c'était quand même quelque chose de bizarre. Alors, la première phrase d'Hirohito, bon, il a dit des choses en japonais du VIe siècle, que évidemment, je n'ai pas compris un seul mot. Et puis, ça a été traduit de la façon suivante par l'interprète. Sa Majesté l'Empereur demande à Votre Excellence de lui donner les toutes dernières nouvelles de la santé de son frère, de son bon frère. Oh, mais je dis, mais nom d'une pipe, comment peut-il me demander des nouvelles de la santé de son frère alors que je suis depuis 3 jours au Japon et que je ne connais pas un mot de japonais? Et si son frère est malade, il doit le savoir quand même mieux que moi. Mais il fallait répondre quelque chose. Il faut toujours répondre quelque chose. Et j'ai dit qu'il allait très bien. Et puis, sans rien savoir, qui était son frère. Et puis, heureusement, mais avec un temps de retard quand même, c'est allé, je dirais, m'est revenu en tête la phrase qu'avait dite Napoléon III. Au moment où il est monté sur le trône de France, les souverains d'Europe étaient obligés de lui souhaiter, disons, sa bonne entrée dans le cercle des souverains. Et tous les souverains actuellement, c'est pas le cas actuellement, je veux dire tous les souverains à cette époque, ça parlait, s'écrivait en français. Et le tsar avait écrit à Napoléon III « Mon bon ami » et puis un texte en français. Et le chambellan français s'était précipité aux Tuileries en montrant ce texte de la lettre du tsar à Napoléon III et en disant le tsar fait une offense à votre majesté car il doit vous appeler mon bon frère, car tous les souverains d'Europe sont frères et ma bonne sœur pour Victoria qui était au pouvoir en Angleterre, mon bon frère, il aurait dû vous appeler mon bon frère. Le fait de vous appeler mon bon ami montre que, d'après lui, vous n'êtes pas de la famille des souverains, comme neveu de ce qu'ils appellent un usurpateur. C'était Napoléon Ier. Et Napoléon III, qui était fort spirituel, avait répondu, mais au contraire, le tsar me fait grand plaisir, car ses frères, on les subit, alors que ses amis, on les choisit. Donc, mon bon frère, c'était Mitterrand. Alors, vous voyez comme quoi il faut quelquefois être au courant de ce qui se passe. En fait, j'aurais dû le savoir car c'est toujours la phrase qu'un souverain ou un chef d'État quelconque pose à l'ambassadeur comment va le président est-elle, mon bon frère. Mon bon frère, vous voyez qu'il s'employait encore du temps de Hirohito. Le reste de la conversation n'avait que peu d'intérêt
Mais cette phrase m'avait un peu secoué, un peu déboussolé, surtout qu'Hirohito était un homme impressionnant, avec ses yeux en amande, très peu ouverts, à moitié ouverts seulement, et sa peau tavelée, jaune, avec des taches de vieillesse, des taches brunes, et une petite moustache blanche, très fine. C'est un homme quand même qui avait compté dans l'histoire, et se trouver tout seul devant lui, c'était quelque chose de difficile, d'autant plus que ça avait été préparé par le chambellan japonais, qui, comme ils n'ont aucune confiance sur le sens du protocole des Occidentaux, font répéter les lettres de créance à l'avance. C'est-à-dire, ils s'étaient mis devant le trône du chrysanthème. La salle est complètement nue. J'étais arrivé en carrosse, avec des chevaux et des cavaliers sabre au clair autour de 3 carrosses, l'un pour moi, l'autre pour mon numéro 1 et le 3e pour ma femme. Et on était entré dans une pièce vraiment toute nue, qui est la pièce du trône, avec le trône du chrysanthème, qui s'appelle comme ça, qui est d'une couleur violet clair, dont le dossier est violet clair, et l'empereur est censé, quelque temps après, se mettre debout devant le trône, et on va vers lui. Alors, il m'avait dit ceci, le chef du protocole, comment il fallait faire. Il fallait d'abord, à l'entrée de la pièce, s'incliner vers un small bow, puis marcher et au milieu de la pièce faire un autre small bow, comme ça. Et puis aller vers l'empereur et à 3 pas de l'empereur faire le big bow, c'est-à-dire l'accent circonflexe, c'est se présenter comme ça. Alors, c'est bien, mais il me dit attention, quand vous marchez vers l'empereur, surtout ne regardez pas l'empereur. Marchez, regardez vos chaussures, mais pas l'empereur. Alors moi qui ai mauvais esprit, je lui ai dit, mais si je ne regarde pas l'empereur, je vais buter dans l'empereur. Ma réflexion, à vrai dire, qui ne s'imposait pas, l'a plongé dans une grande perplexité. Et il m'a dit ceci, très étonnant. Il m'a dit, mais est-ce qu'on regarde le soleil en face? Car il était le 73e, quelque chose comme ça, descendant de la déesse solaire Amaterasu, qui s'écrit Amaterasu, mais qui se prononce Amaterasu, qui a formé le Japon. Elle avait encore dans les mains un peu de calcaire, un peu de rocher, un peu de plaine, un peu d'attan, etc. Et elle a tout jeté ça dans le Pacifique, et ça a fait les îles japonaises. Et l'empereur est censé descendre directement par primogéniture de la déesse Amaterasu. Et lui, qui est un très vieil homme, croyait dur comme fer qu'on ne peut pas regarder un descendant d'Amaterasu sans ça. Et d'ailleurs, c'est ce que faisait la population japonaise au moment où l'empereur passait avec son shako et sur son cheval blanc. On mettait la tête des enfants dans la poussière en disant « Ne regarde pas l'empereur, tu perdrais la vue, tu deviendrais aveugle si tu regardais l'empereur. » C'est le descendant toujours de la déesse Amaterasu, etc. C'est vous montrer à quel point nous pouvons quelquefois être loin de cette conception. Alors, et l'empereur ne serrait pas la main autrefois. Personne ne touchait à la main d'un dieu. Et son père était mort d'une banale appendicite parce qu'aucun chirurgien japonais n'avait osé opérer l'empereur. Voilà ce qui s'était passé, si vous voulez, avec l'empereur. Alors, maintenant, l'autre anecdote, l'anecdote suivante, c'est celle du vase brisé. Je l'ai dit quelquefois dans des dîners. Ceux ou celles qui l'ont entendu voudront bien m'excuser de la répéter, parce qu'elle est assez, disons, assez typique de ce qu'est le Japon.
Nous arrivions à la période de Noël, peu de temps avant la période de Noël, et nous avions fait 2 grands arbres de Noël. Huguette en sait quelque chose, où il y avait dessus, pour les enfants du personnel japonais de l'ambassade. C'était presque uniquement des dames qui étaient secrétaires, d'un petit lot, tout ce que vous voudrez, et qui avaient des jeunes enfants, les enfants qui venaient avec les enfants de, disons, de 6 à 12 ans, par exemple, et qui devaient décrocher les giri. Giri, ça veut dire cadeau en japonais, les giri accrochés sur le sapin. Comme les Japonais sont très peu religieux, bouddhistes, shintoïstes et chrétiens, au fond, j'allais dire, ils mangent à tous les râteliers, et quand il y a des guiris sur un arbre de sapin de Noël, ils sont très contents de le décrocher. Et effectivement, malheureusement, nous avions oublié, ma femme et moi, de retirer un vase Ming superbe qui était une propriété personnelle et qui était sur une console. Et il était resté là, on n'avait pas évacué. Et c'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'un petit japonais a plongé sur la console, le vase a fait comme ça, il est tombé par terre, il s'est cassé en 1000 morceaux. Nous sommes arrivés, l'air complètement perturbé, parce que c'était quand même une perte en plus sentimentale, ce vase brisé. Bon. Et la mère de l'enfant coupable de ce forfait est arrivée, bien sûr, avec les autres mamans, devant ce désastre du vase brisé. Et nous étions carafechada, comme en portugais, c'est-à-dire comme ça. Et normalement, toute femme au monde, toute mère aurait dit « I'm awfully sorry » ou bien « Oh, quel je suis, je ne sais pas comment on veut dire mon nom ». Et ce serait excusé, d'autant plus curieux que si je passe, je bouscule seulement d'un coup de bouscule, vous, cher ami, je vais dire, si je suis japonais, sumimasen pendant un quart d'heure. Sumimasen, je vais dire excusez-moi. Et là, au lieu de s'excuser, elle s'est mise à rire aux éclats, à la japonaise, c'est-à-dire. J'ai trouvé ça bizarre. Et comme son rire était communicatif, ma femme et moi nous sommes mis à rire aussi. Bon, après tout, un vase, c'est un vase. À voir. Mais quand même, ça m'était resté par là. Et le lendemain, quand elle est venue me porter à signer un télégramme, je lui ai dit Teruko, Ko, ça veut dire jeune fille en japonais. Teruko, bon, j'étais un peu étonné que vous ayez tellement ri quand votre fils avait cassé un vase précieux. Veuillez m'expliquer pourquoi. Et elle m'a expliqué en me donnant une leçon de politesse que je n'ai jamais oubliée et que je vais vous rapporter. Une leçon, vraie leçon. Elle m'a dit, j'étais morte de confusion. Mais ça n'aurait servi à rien, car vous étiez en train, vous, avec votre femme, de perdre la face, car vous aviez l'air fâché. Et elle ne m'a pas dit aussi crûment que ça, car les Japonais disent toujours les choses comme ça. Mais vous paraissiez tellement fâché qu'il fallait que je fasse quelque chose pour vous faire sourire ou rire. Car normalement, vous auriez dû dire « ce vase n'a aucune valeur, n'a aucune importance, et si les serviteurs l'auraient cassé demain, si votre fils ne l'avait pas cassé ce soir, etc. » Et dire que de toute façon, ça n'était pas important, et rire, et surtout rire. Comme vous ne riez pas, je me suis mis à rire jusqu'à temps que vous riez. Et quand vous avez ri, vous avez regagné la face. Donc, c'est un peu incroyable. Alors, après le vase brisé, peut-être le dîner geisha. Le dîner geisha.
Alors, une geisha, geisha veut dire en japonais femme cultivée, ou personne cultivée. Et effectivement, les geishas sont cultivées dans la mesure où elles connaissent des poèmes en quantité, elles savent jouer merveilleusement du shamisen, qui est une sorte de banjo, et elles sont là pour égayer et pour distraire les dîners d'hommes. Les dîners geishas sont des dîners où il n'y a que des hommes et des geishas à côté. Alors, Giscard d'Estaing, là je vous demande de garder les noms pour vous, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec l'ancien président. Giscard d'Estaing était invité avec moi-même à un dîner geisha par le Kaidan-ren, qui est c'est le patronat japonais, Kaidan-ren. Et ce ne sont pas des gens rigolos, ce sont des gens extrêmement sérieux, plus encore que le patronat français, très, très rigides, mais qui ont besoin justement d'être détendus par des geishas. Alors que font les geishas? Eh bien, on s'assied autour d'une grande table, et on s'assied très inconfortable. D'ailleurs, on est obligé de croiser les jambes, surtout quand on les allonge. Et là, on a une geisha de chaque côté, un peu derrière vous. Celle de droite vous sert le saké, vous remplit votre petit verre de saké. Quand il est vide, il est très souvent vide parce que vous buvez très souvent, il y a des toasts, et vous buvez. Et l'autre, bien, joue des jeux innocents, la main chaude, ou des allumettes, ou des choses comme ça. Et de temps en temps, elles vont à l'arrière, elles saisissent leur shamisen et elles jouent, et c'est assez merveilleux de les entendre. Ou elles racontent des vers auxquels on ne comprend évidemment rien. Et alors, quand j'ai dit ce dîner de geisha, Giscard d'Estaing, j'ai vu son œil s'allumer. Il était content. Je lui ai dit, détrompez-vous, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. C'est une chose poétique, c'est musical et poétique. Vous verrez. Alors, il était un peu déçu, mais quand même, il y allait avec grand intérêt. Et nous sommes assis, et moi, deux geishas fort jolis se sont mises derrière moi, et lui, il a vu arriver derrière lui deux vieilles dames, avec toutes ridées, avec un peu de moustache probablement, et des dents d'or. Enfin, c'était chose affreux, abominable, qui sont installés derrière lui. Il s'est penché à mon oreille, il m'a dit « Je pars. Le Kaidan-ren me fait un affront. Il m'envoie deux guignols, moi je ne veux pas, je pars, ils me font. Je lui dis, gardez-vous-en bien, ce sont les plus chères, les plus demandées de tout le Japon. Elles sont demandées des mois à l'avance et elles valent leur pesant de poudre d'or, car elles savent 500 poèmes et au moins autant de parts de shamisen. Et elles vous font, le Kaidan-ren vous a fait au contraire un grand honneur. Et heureusement, il m'a écouté, il est resté à sa place. Et bien, lui en a pris, car ça aurait fait un scandale épouvantable. Je vais vous parler de l'arrivée de la route de Shuzenji. Shuzenji, c'est c'est l'endroit d'été, la résidence d'été de l'ambassade. C'est un endroit absolument merveilleux. Il y a un grand lac, un lac de cratère. Il y a une cascade énorme où, cette fois, ce sont les amoureux qui se jettent dans la cascade. Quand il y a des amoureux, des jeunes amoureux, auxquels que les familles se refusent à lier, le jeune homme prend la main de la jeune fille, ils sont en haut de la chute d'eau, une immense chute d'eau, très puissante, et ils se jettent dans la cascade. C'est on appelle la cascade des amoureux, oui, cascade des amoureux. Et Shuzenji, il y a une petite maison en bois, et Giscard voulait absolument la voir parce que c'est là que
Claudel est censé avoir écrit une partie du Soulier de satin, la fin du Soulier de satin, je crois. Alors, il voulait avoir, c'est sur une table rouge, et il y avait donc un dîner qui avait été préparé par la gardienne de Shuzenji, qui est une personne qui sait vaguement faire la cuisine japonaise, mais il fallait apporter 1 litre, elle m'avait fait dire par téléphone qu'il fallait apporter 1 litre de vin blanc supplémentaire. Vous allez voir qu'il a une importance dans le récit, parce qu'il manquait de vin blanc à la résidence de Shuzenji. Bon. Alors j'avais mis une bouteille de vin blanc qu'on m'avait donné dans un cabas, qu'on avait mis dans la voiture de tête, et l'autre voiture, il y avait ma femme et Anémone Giscard d'Estaing. Et nous étions tous les deux dans la première voiture. Et il y avait mon cabas avec la bouteille de vin. Et on avait décidé de voir, parce que quand on allait au Japon, les gens qui allaient au Japon, y allaient pour 1 semaine au moins. On ne va pas au Japon pour 48 heures. Et on ne savait pas quoi trop en faire ce dimanche, et on les a emmenés à Nikko. Nikko, que j'aime beaucoup, il y a des temples merveilleux. Et Giscard avait apprécié les temples, je dois dire, mais sans enthousiasme particulier. Et on avait pris la voiture pour nous rendre tranquillement à Shuzenji. Mais pour aller à Shuzenji, il y a une route en lacet et qui de temps en temps perce des tunnels. Et on arrive ainsi, après 2 ou 3 heures, non, quand même pas, d'après 1h30, quelque chose comme ça, d'affilée en voiture, on arrive à Shuzenji. Alors, on avait pris la route, et cette route était univoie, c'est-à-dire qu'on pouvait la monter, mais on ne pouvait pas la redescendre. Il y avait une autre route en lacet pour la redescendre. On arrive au milieu à peu près du trajet, un embouteillage, je ne sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, un embouteillage extraordinaire, les gens avaient dû arrêter leur voiture et pique-niquaient dans les fossés. Alors on s'arrête, les 2 voitures s'arrêtent et on commence la conversation. Alors je parle d'abord de la Russie, avec Giscard, il n'était plus président, il était l'ancien président. Je parle de la Russie, on passe aux Pays-Baltes, puis à la Pologne. Et puis je crois qu'on a été arrivé presque au Malawi, et il a été déjà 1 demi-heure était passée, on n'avait pas bougé d'1 centimètre. Alors, avec sa bouche spéciale, il me dit, il faudrait quand même aviser. Je dis, Monsieur le Président, il n'y a pas grand-chose à aviser, sauf à continuer à pied. Alors, il dit, d'accord, on va continuer à pied. On va chercher les dames qui étaient juste derrière, et on continue à pied, en longeant toutes les voitures qui étaient à l'arrêt. Et on marche indéfiniment. Quand on était sous les tunnels, on était obligé de se mettre le dos contre le bord du tunnel, car pas les voitures, mais les motocyclettes passaient, elles, à toute vitesse devant nous. C'était un cauchemar. Et on arrivait dans des zones plus boisées, alors Madame Giscard d'Estaing arborisait. Elle prenait des feuilles, ah, c'est une feuille qui ressemble à tel arbre, etc. Et on continuait, et lui avait une soif effroyable. Il disait, je veux absolument boire. Et j'ai dit, mais nous avons une bouteille, mais je n'ai pas d'ouvre-bouteille. On ne peut pas boire, et je n'ai pas de sabre de samouraï pour casser le goulot. Donc, on continuait à avoir à la main, on emportait je tenais le cajot et la bouteille. Et puis, à un moment donné, après qu'on avait marché indéfiniment, et très courageusement, ils avaient continué, nous-mêmes, on voit une voiture avec gyrophare, je ne sais pas comment elle a été passée, qui venait vers nous. Alors évidemment, je mets dans la voiture, je l'arrête, et il y avait un seul chauffeur japonais, et je rassemble peu de japonais que je savais, je dis « Watashi wa France Taishi », je montre Giscard et je lui dis « France Daitorio ». Ça veut dire, moi je suis l'ambassadeur de la France, et lui il est le président, je ne savais pas comment dire ancien, j'ai dit le président de la France, France Daitorio. Alors il nous regarde avec des yeux complètement globuleux, il voit on était
salopard, avec des pantalons de froissés, des chemises ouvertes, et moi je tenais à la main un cabas avec une bouteille. Alors, lui, il ne pouvait pas penser que, pour lui, un ambassadeur, a fortiori un président, ne se déplace qu'avec une escorte, avec des drapeaux, avec des bonbons. Il nous regarde, il continue à regarder avec des yeux ronds, puis tout d'un coup il éclate de rire, et il dit « Watashi wa Nihon Tenno » et moi je suis l'empereur du Japon. Et il file, et il nous laisse continuer notre marche jusqu'à Shuzechi. Bon, j'ai presque fini le Japon. Ah oui, j'ai encore le choc. Oui. Nous sommes invités, ma femme et moi, peu de temps après l'arrivée, à Kyoto. À Kyoto qui était l'ancienne, tout le monde le sait, l'ancienne capitale impériale du Japon. Et là, on m'avait appris que les dames japonaises ne veulent pas qu'on... Parce que moi, c'était très difficile à comprendre, parce que je venais du Brésil. Et au Brésil, c'est tout à fait le contraire. Quand vous invitez des couples pour le dîner, par exemple, là, vous serrez la main de l'homme, et la femme se jette dans vos bras, littéralement. C'est-à-dire que vous la prenez dans les bras, vous lui embrassez les cheveux, les joues, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, et puis ensuite elle va dans la pièce de réception et le couple suivant arrive. Et j'avais fait ça pendant 3 ans et demi, de prendre les femmes dans les bras pour l'invitation. Et les premières fois que j'avais fait ça au Japon, machinalement, je prenais les Japonais, alors elles se reculaient en se disant j'ai compris que ce n'avait pas du tout le style avec les femmes japonais. On m'a dit simplement qu'il fallait se lever devant elles. Et j'avais appris ma leçon. Et là, on va chez le gouverneur, ils étaient mis en grande tenue, gouverneur avec des yukata gris clair, très joli. Et elle, sa femme avait un kimono d'une extrême beauté, avec un kimono rose, avec des dragons dorés, je me souviens, super, super. Alors, nous arrivons, je serre la main droite du gouverneur du département de Kyoto, et puis je m'apprête à faire ça devant sa femme, au beau kimono. Mais elle, à ma grande surprise, elle tend sa main à baiser, comme ça. Alors c'était tellement incongru que il fallait que je fasse quelque chose, que je baise moi la main. Et je me suis donc penché, peut-être un peu trop loin, pour lui baiser la main. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de faire le salut japonais ordinaire qui est d'avancer la tête. Si bien que nos deux têtes se sont choquées, l'une après l'autre.